sommes heureux de vous rencontrer cet après-midi pour discuter, échanger, vous présenter en tout cas la position du Gabon sur les derniers développements de la situation post-électorale dans notre pays. Il y a plusieurs aspects qui ont été largement commentés par la presse. Plusieurs personnalités politiques se sont prononcées également sur ces aspects, y compris à l'extérieur. Pour nos discussions, il y a des aspects que nous avons retenus comme fondamentaux et qui peuvent nourrir la discussion. Il y a d'abord le rôle de la mission d'observation de l'Union européenne. Ces derniers temps, le chef de l'État lui-même s'est exprimé à travers une interview accordée à un média français. Il y a eu des réactions de la part du chef de la mission d'observation. Nous sommes là pour vous préciser la position du Gabon en vous donnant quelques éléments détaillés et vous permettant d'avoir une meilleure appréciation, en tout cas de comprendre notre position. Il y a eu naturellement durant ces derniers jours des messages, des commentaires qui ont été avancés ça et là pour présenter un tableau sombre des conséquences des violences qui ont éclaté au lendemain de l'annonce des résultats provisoires. Le ministre de l'Intérieur est là pour vous donner avec précision les informations les plus pertinentes afin que vous puissiez avoir une vision, une analyse objective de la situation. Et bien sûr, au-delà de tous ces aspects, il y a l'aspect politique. Les acteurs politiques gabonais se sont exprimés, donnant leur point de vue sur les explications commentées ça et là, mais aussi sur les perspectives. Le ministre de la Communication pourra, au nom du gouvernement, vous édifier sur ces aspects, si tant est que vos questions porteront sur ces aspects-là. Voici le cadre donc de cette conférence de presse. Je vous donne la parole pour prendre déjà les premières questions et nous sommes à votre disposition. Oui, bonjour, Sébastien Lemaitre de RFI. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. La mission de l'Union africaine est censée arriver demain. Qu'attendez-vous de cette visite et vous-même, qu'allez-vous dire aux chefs d'État africains qui seront en visite à Libreville vis-à-vis du contentieux électoral? Merci. Comme vous l'avez sans doute noté, l'Union africaine voudrais-je dire, s'est prononcée sur la situation post-électorale au Gabon à travers deux communiqués. D'abord le communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et aussi à travers le communiqué du président d'exercice de l'Union africaine, le président Déby. Ces communiqués mettaient l'accent sur deux éléments fondamentaux, l'appel au calme et à l'apaisement et bien sûr la nécessité pour les acteurs politiques, pour les parties prenantes en tout cas, de respecter les voies réglementaires, légales et constitutionnelles appropriées pour formuler leur recours en contestation des résultats électoraux. Le président Déby souhaitait venir accompagné d'un certain nombre de chefs d'État au Gabon pour faire mener des actions de bons offices. Il se trouve que pour des raisons de calendrier, cette mission a été reportée sine die. Donc nous allons voir, le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, est en contact avec le président Déby et le moment venu, vous serez avisé des dates qui seront retenues pour cette mission. Non, c'est pas demain. Je vous ai dit pour des raisons de calendrier. Vous savez que le président Déby participait au G20 en sa qualité de président d'exercice de l'Union africaine et sans doute qu'il n'a pas pu avoir le temps nécessaire de partir de Pékin pour N'Djamena et planifier son arrivée au Gabon. Donc, je ne vous vois pas, s'il vous plaît. Pardon, oui. Excusez-moi, Samir Tounsi de l'agence France Presse. Une question peut-être aux Monsieur le ministre de la Communication, ministre de l'Intérieur, puisque c'est sur les affaires intérieures. Pouvez-vous nous en dire plus sur le recours que le gouvernement dépose devant la Cour constitutionnelle, ou en tout cas l'équipe de campagne du candidat Ali Bongo? Je vous remercie. Sur cette question du recours du candidat Ali Bongo, vous savez que c'est le dernier délai et l'équipe de campagne et les juristes s'activent à rassembler les derniers éléments. Mais dans tous les cas, je peux vous garantir qu'il y a des anomalies très fortes
observés dans les résultats obtenus par M. Jean-Ping, notamment des zones entières où l'addition des suffrages exprimés dépasse les 103%, les 104%. Et donc ces anomalies seront mises en évidence et le moment venu, d'ici la fin de la journée, nous vous indiquerons avec précision. Mais de fortes anomalies sont constatées dans les résultats obtenus par M. Jean-Ping, y compris au niveau de la province de l'Estuaire, Libreville, où vous avez des arrondissements entiers où M. Jean-Ping obtient 100% des bureaux de vote. Si ce n'est pas des anomalies, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc ces éléments-là sont aujourd'hui en train d'être précisés et les recours seront déposés. Je voudrais, puisque vous m'en donnez l'occasion, insister sur deux éléments. Le premier, c'est qu'effectivement, la voie indiquée par la loi gabonaise, c'est celle de recours devant la Cour constitutionnelle. C'est un élément important. Le second, c'est que nous avons souhaité jusqu'à présent nous en tenir, et c'est notre ligne, à ce que propose la loi, ce qu'indique la loi, et nous ne sortirons pas de cette ligne-là. Sortir de la question de la loi et de la Constitution met l'État dans une situation complexe. Et donc nous serons sur la ligne du respect des normes constitutionnelles. Sur la demande de M. Jean-Ping d'un nouveau décompte de voix procès-verbal par procès-verbal pour la province de Haut-Ogooué, vous dites que la loi ne le permet pas. Sur l'étendue, en face, ils disent que c'est un silence juridique, que la loi ne l'interdit pas non plus. Est-ce que vous cautionnez également cette lecture du Code électoral gabonais? Si la loi électorale prévoit que le contentieux soit porté devant le juge constitutionnel, c'est parce que dans notre dispositif électoral et juridictionnel, c'est la Cour constitutionnelle qui est capable d'interpréter la loi. M. Jean-Ping n'a pas cette compétence, ni en tant que citoyen, ni en tant que candidat. Et on ne peut pas refaire systématiquement la loi parce que tel monsieur demande telle ou telle chose. Et donc ce sera à la Cour constitutionnelle d'examiner les demandes des uns et des autres. Merci. Je suis Timothée Mémé d'Africa Mirror. Ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères. La perspective d'une mission de l'Union africaine, vous l'avez dit, elle est renvoyée à une date sine die. Est-ce dire qu'il y a véritablement péril en la demeure? Est-ce que ce n'est pas le processus de mise en curatelle ou sous tutelle du Gabon qui est amorcé? Vous utilisez des expressions très fortes et en tout cas qui ne cadrent pas avec la situation en cours. Vous circulez dans Libreville, je pense que les Gabonaises et les Gabonais, mais aussi les citoyens de pays étrangers qui sont dans notre pays peuvent l'affirmer. Les gens circulent librement et en tout cas les personnes vont librement à leurs occupations. Le travail a repris, l'administration a repris, les maisons de commerce fonctionnent normalement. Donc il n'y a pas sur le plan sécuritaire une situation alarmante qui pourrait justifier une mise en curatelle, pour reprendre votre expression, du Gabon. En tout cas, ça ne pourra pas se faire maintenant et ça ne se fera pas. Je peux bien vous le dire. La mission que le président en exercice de l'Union africaine souhaitait effectuer en accord avec le président de la République gabonaise, parce qu'il faut le souligner, c'est de manière consensuelle que cette mission a été décidée entre le président en exercice de l'Union africaine et le président de la République gabonaise, toujours dans son souci permanent de faire preuve de transparence. Et ce souci permanent de faire preuve de transparence durant le processus électoral, il l'avait déjà exprimé en invitant les partenaires étrangers, multilatéraux comme bilatéraux, à envoyer des missions d'observation, observer l'élection présidentielle. Et c'est dans ce souci permanent aussi qu'il s'est montré ouvert à la proposition faite par son frère, le président d'exercice de l'Union africaine, visant à envoyer une délégation composée de chefs d'État, mais aussi de responsables exécutifs d'organisations internationales pour des actions de bons offices, c'est-à-dire aider les parties prenantes gabonaises à œuvrer dans le sens des communiqués de l'Union africaine. J'ai rappelé dans mon propos introductif que l'Union africaine s'était déjà montrée attentive à l'évolution de la situation sur le terrain à travers deux communiqués.
le Conseil de paix et de sécurité et le président d'exercice de l'Union africaine lui-même. Ce que ces deux communiqués mettent en relief, comme je l'ai dit, c'est l'appel au calme, c'est nécessaire. Il faut œuvrer à l'apaisement pour maintenir le pays dans la paix et pour conserver la stabilité qui a toujours singularisé le Gabon dans une région particulièrement ouverte aux crises que nous avons connues dans certains pays. Ça, c'est le premier point des communiqués de l'Union africaine. Le deuxième point, qui n'est pas moins important, c'est l'appel lancé aux parties prenantes, aux différents acteurs et particulièrement à tous ceux qui ont participé à l'élection présidentielle, de respecter les voies réglementaires, légales et constitutionnelles telles que prévues chez nous, dans la manifestation, dans la formulation de leurs recours en contestation des résultats. Voici donc les deux points sur lesquels nous attendions la délégation des chefs d'État qui souhaitait arriver et qui prévoit d'arriver à un moment que nous définirons d'accord parti. Et il n'y a pas, comme vous le craignez, péril en demeure. Il n'y a pas dans notre pays une situation sécuritaire explosive, une situation humanitaire explosive qui justifie une intervention plus ou moins musclée de la communauté internationale. Ismaël Bionzé, Afrique Câble Télévision. Ma question s'adresse d'abord au ministre de l'Intérieur. Trop de chiffres circulent depuis la fin des émeutes post-électorales. Il y en a qui avancent 50 voire 100 morts. Quel est le bilan réel aujourd'hui de ces émeutes post-électorales, monsieur le ministre de l'Intérieur, en termes des arrestations, des décès et peut-être aussi du bilan sur les magasins, les commerces qui ont été saccagés? Je vous remercie. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, qui tiennent beaucoup plus de la rumeur qu'autre chose. J'ai même entendu des personnalités politiques et des Gabonais également de la rue dire qu'il y avait pour certains 50 à 100 morts, comme vous êtes en train de dire. Ce sont des chiffres qui sont facilement vérifiables, puisque dans le cas du Gabon, que ce soit les hôpitaux où les maisons mortuaires sont peu nombreuses, et chacun de nous connaît des capacités. Le terme est peut-être impropre, capacité d'accueil de ces structures mortuaires que vous pouvez visiter, vous êtes libre de visiter, vous pouvez aller leur poser des questions. Je suis surpris d'entendre ce chiffre-là. Ce qui serait utile pour ceux-là qui proposent ce chiffre-là, c'est qu'ils précisent, qui donne la liste de ces Gabonais, parce que s'il y en a 100, ça veut dire qu'ils les ont identifiés. S'il y en a 50, c'est qu'ils les ont identifiés également. Donc, il donne la liste de ces gens-là et nous, en tant que force de sécurité, nous allons également, c'est notre responsabilité, localiser ces personnes qu'ils disent mortes. Je veux retenir à ce que nous disons depuis le départ. Nous totalisons jusqu'à ce jour 3 décès que nous avons dûment constatés. À ce chiffre-là, nous avions un moment pensé qu'il y aurait peut-être un 4e. Il s'agissait d'un policier sur lequel des assaillants avaient ouvert le feu donc à Oudem, qu'on avait donné pour mort, alors qu'il s'est retrouvé à l'hôpital militaire dans le coma. Et je suis heureux de dire aujourd'hui, et après m'être entretenu avec les responsables de la santé militaire, que ce brave policier est sorti du coma, il n'est plus sous assistance respiratoire. Son pronostic vital reste tout de même engagé, mais nous avons maintenant meilleur espoir qu'il pourra s'en sortir. Pour ce qui concerne le bilan global, nous l'avons plus ou moins esquissé déjà. Il s'agissait de centaines de magasins. J'ai une liste ici, mais qui peut être exhaustive, si je commence à vous la lire, ville par ville, province par province. Bon, mais j'ai ces éléments ici avec moi. C'est un décompte qui n'est pas terminé, parce que ce décompte se fait à plusieurs niveaux, principalement au niveau des provinces, par les gouvernorats, par les maires, que ce soit les maires des communes ou les maires d'arrondissement, qui pointent et qui comptent assister donc d'huissiers pour que non seulement nous puissions pointer, mais qu'il va falloir également commencer à évaluer les pertes, parce que derrière les saccages, il y a également qu'il faudra certainement indemniser certains de ces commerçants qui ont perdu beaucoup de biens. Il faut noter tout de même qu'il y a 4 grandes catégories, principalement. Il y a les édifices publics,
qui ont été ou saccagés ou vandalisés, parmi lesquels on peut compter donc l'Assemblée nationale de Libreville, le Sénat, la mairie de Libreville, mairie du 3e arrondissement de la commune de Port-Gentil. Il y a des édifices publics de cet ordre-là. Il y a également, après les édifices privés et les commerces, donc c'est la question que nous évoquions. Pour vous donner juste un exemple, parmi les plus grands commerces et ceux qui sont les plus en vue, on a noté pour ce qui concerne Libreville, pour ce qui concerne le groupe Secadalis, une quinzaine, entre Secado, Gaboprix qui ont été donc vandalisés au niveau de Libreville, 6 à l'intérieur du pays, sans compter les prix imports, je parle des plus gros. Mais en sachant qu'il y a également d'autres investisseurs privés qui tiennent commerce, dont c'est également un mode de vie, d'emploi également aux Gabonais qui ont perdu énormément de biens. À cela, il faut ajouter les particuliers, les résidences de particuliers. Dans ces particuliers, il y en a qui ont perdu des villas, des appartements, des biens dont les valeurs sont quand même très élevées. Et il faut compter au nombre de ces particuliers, parce que ce sont des cibles. C'est pas n'importe quel particulier qui a été visé. On compte des biens appartenant à des membres du gouvernement, à des responsables de la Sénap, à des cadres, aux cadres de l'administration, à certains partisans, également donc des soutiens du président Ali Bongo Ondimba. Et dans le 4e point, il y a ce que j'appelle les sièges associatifs et les divers. Donc il s'agit là du saccage et du pillage des sièges des partis politiques ou autres associations qui soutiennent ou qui soutiennent ou qui ont soutenu pendant la période de la campagne donc le candidat Ali Bongo Ondimba. Pour ce qui concerne la situation sécuritaire du pays, tout à l'heure le ministre d'État, le ministre des Affaires étrangères disait qu'aujourd'hui sur l'ensemble du territoire les activités ont repris. Et ça, vous pouvez le vérifier vous-même, circuler dans tous les coins et recoins donc, de ce pays. Il faut quand même noter quelques zones de petite tension. Zones de petite tension parce que les personnes qui ont été utilisées pour saccager et vandaliser, ce sont des bandits, dont certains évadés de prison, puisque dans la stratégie mise en place, il s'agissait de faire libérer des prisonniers. Sur la totalité des prisonniers qui ont été libérés, il y en a 2 toujours qui restent en cavale, des prisonniers assez dangereux. C'est pour ça que je dis qu'il reste des petites zones de tension. On en a retrouvé certains aussi loin qu'à Makoko, pour vous dire, qu'ils sont partis, certains de Libreville, d'autres de Port-Gentil, qui sillonnent le pays. Donc il en reste 2 ou 3 que, je crois, dans les heures qui vont suivre, les forces de défense et de sécurité, sur lesquelles les forces de défense et de sécurité pourront mettre la main. C'est pour ça que je pense qu'il y a encore certaines de ces tensions, puisqu'il s'agit pour nous, au niveau sécuritaire, de mettre les populations gabonaises donc en toute sécurité et les mettre dans la sérénité. Il y a eu entre Libreville et l'intérieur du pays, autour de 700-800 personnes qui avaient été arrêtées. Toutes ces personnes étaient présentées donc au procureur de la République. Maintenant, si vous voulez avoir les informations là-dessus, vous vous rapprochez certainement du parquet qui pourra vous dire de façon précise quelles sont les personnes qui ont été écrouées, quelles sont les personnes qui ont été élargies. Ce détail-là, le ministère de la Justice et le parquet pourra vous donner certainement plus de précision. Aujourd'hui, dans les locaux des services, gendarmerie, police, nous avons présenté toutes les personnes qui ont été arrêtées pendant ces opérations-là. Encore que là aussi, il faut différencier plusieurs types de personnes qui ont été arrêtées. C'est des personnes qui ont été arrêtées parce qu'elles étaient là au mauvais moment, au mauvais endroit et qu'elles étaient mêlées donc, à ce qui se passait. Il y a des personnes qui ont été arrêtées parce qu'elles ont contribué à piller également. Il y a des personnes qui ont été arrêtées parce qu'elles ont agressé directement les forces de l'ordre, comme je disais tantôt, le policier sur lequel on a tiré à Ouiam. Les personnes qui ont tiré dessus ont été arrêtées.
Nous avons également des petits groupes de vandales qui mettaient le feu aux poubelles, ainsi de suite. Donc il faut différencier les catégories également des personnes qui ont été arrêtées. Je voudrais dire que nous restons, pour ce qui nous concerne au niveau des forces de sécurité, nous restons mobilisés, nous restons entièrement mobilisés pour nous assurer que cette situation-là de sérénité ne soit pas simplement une sérénité de façade, mais qu'elle s'installe, comme c'est toujours le cas au Gabon. Nous restons mobilisés, nous restons entièrement vigilants également sur les actions des uns et des autres. Maintenant, de façon globale, nous pouvons dire que la situation est aujourd'hui apaisée. Elle est apaisée et que nous continuons à regarder, à nous assurer que les Gabonaises et les Gabonais, qu'ils soient d'origine ou ceux-là qui ont choisi notre pays pour y vivre, puissent continuer à vivre en paix. Et vous avez vu que nos indicateurs montrent bien que c'est cette sérénité qui s'installe. Ces indicateurs sont simples. Nous voyons des gens fréquenter les commerces, nous voyons des gens fréquenter les plages à nouveau, nous voyons des gens sur le bord de mer en train de faire leur shopping, d'autres dans les zones rurales qui ont repris la route des champs également. Ce sont des activités normales. Et comme on a vu la dernière fois dimanche, d'autres personnes allaient donc à l'église ou prendre part à des cultes religieux. Philomène Remy, je travaille pour iTélé. Je comprends que vous ne pouvez pas nous donner de chiffres exacts sur qui est toujours en prison, mais il y a tout de même une catégorie de personnes, des proches, qui parlent de personnes disparues, dont les enfants ont été appelés aujourd'hui au palais de justice et ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas présents, ils ne savent pas où se trouvent leurs frères, leurs enfants. Est-ce que vous avez une explication à cela ? Écoutez, c'est vous qui me dites qu'il y aurait des personnes disparues, comme ce n'est pas localisé, ça veut dire que vous avez leur liste, vous avez leur nom, certainement, pour que nous puissions, nous également, nous mettre à l'œuvre pour pouvoir les localiser. Je vous donnerai l'exemple de personnes qui m'ont appelé pour dire qu'elles avaient une ou deux personnes disparues, et qui après m'ont rappelé pour dire on est désolé, la personne a pris l'avion hier Air France et qui se retrouve à Paris. Et c'est des ambassadeurs, je peux vous les citer, mais peut-être en off. Donc vous pourrez aller leur poser les mêmes questions et leur dire que je vous ai dit ça. Donc si vous avez la liste de ces personnes disparues, je crois qu'il vous revient également, il revient aux familles, non pas à vous, il vous revient de dire à ces familles-là de se rapprocher des services de l'État dont c'est la responsabilité pour que nous puissions également nous mettre à leur recherche et savoir où ces personnes-là pourraient se retrouver. Là, c'est vous qui nous donnez cette information. Il y a cassette. Non. Bonjour, Blanche Pitga, Canal 7. Premièrement, des affaires étrangères, on a parlé de ces binationaux qui ont été interpellés, peut-être nous faire le point à quel niveau ça se trouve. Et deuxièmement, il y a des rumeurs qui courent sur une tentative d'exfiltration avec l'aide de la France vers une base française de Côte d'Ivoire, de Jean-Ping. Est-ce que vous êtes informé? Est-ce que quand on parle d'exfiltration, il y aurait des raisons de penser qu'il serait inquiété, peut-être après que tout cela soit passé? Est-ce qu'il y a des raisons de penser qu'il pourrait être inquiété par la justice gabonaise? Très bien. Sur le premier sujet, je crois m'être déjà exprimé longuement là-dessus. Il y a même eu un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères. Nous avons appris par voie de presse, en tout cas par un communiqué du Quai d'Orsay, qu'il y aurait un certain nombre de Français qui seraient restés sans nouvelles depuis l'éruption de la violence. Et nous avons reçu l'ambassadeur de France qui a fait une démarche diplomatique visant entre autres à obtenir des informations plus édifiantes sur le sujet. Tout ce que je peux vous dire, c'est que au regard de la liste qui m'a été présentée officiellement, il y a 6 personnes. Il y a 6 personnes qui sont présentées par le gouvernement français comme étant des Français. Mais ces personnes sont en réalité des Gabonais. Je pense que ce sont des binationaux. Et la position du Gabon en la matière est claire. Un Gabonais
bénéficiant d'une autre nationalité établie au Gabon ne peut se prévaloir d'une quelconque autre nationalité que la nationalité gabonaise. Et pour cela, ces personnes qui sont des Gabonais sont soumises à la loi gabonaise, au règlement gabonais. Nous notons que, et il faudrait que je vous le dise clairement, que ces personnes, parmi elles, il y a des personnalités qui ont assumé des hautes responsabilités. Nous constatons que elles ont été, pour la plupart, arrêtées pour implication dans les violences qui ont suivi l'annonce des résultats provisoires. Nous constatons que, d'un côté, lorsque la situation est favorable, ces personnes jouissent pleinement de la nationalité gabonaise. Et lorsque leurs petits intérêts sont mis en cause, ces personnes veulent tout casser dans le pays parce qu'elles ont un pays de rechange. Il faut le noter. Un Gabonais qui respecte sa nationalité gabonaise ne se comporterait pas ainsi. Un Gabonais qui respecte sa nationalité gabonaise respecterait les lois gabonaises et agirait de façon très appropriée. Donc, dans le cas d'espèce, nous avons reçu une demande française dans ce sens, plutôt que d'avoir à examiner la situation de 15 ou 20 personnes telles que ça a été énoncé, même au plus haut niveau de l'État français. Nous n'avons reçu qu'une demande portant sur 6 personnes. Et je précise que ces 6 personnes ont la nationalité gabonaise. Si je peux, oui. Monsieur le ministre d'État, il faut simplement rappeler que dans le cadre du Gabon, c'est la loi 107/98 du 20 juillet 1999 portant Code de la nationalité gabonaise qui dispose en son article 7 que, je cite, « Toute personne possédant en plus de la nationalité gabonaise une autre nationalité ne peut se prévaloir au Gabon que de la nationalité gabonaise. » Ce n'est pas plus compliqué que ça. Pour illustrer, c'est un peu comme si moi aujourd'hui, j'ai la double nationalité gabonaise et française, j'arrive en France, je fais le pillage, l'État gabonais m'arrête et l'ambassadeur du Gabon saisit les autorités françaises pour dire que non, c'est un Gabonais, comme c'est un Gabonais, écoutez, voilà. Je dis, il faut que nous soyons un peu prudents dans l'interprétation de ce que nous disons et que nous faisons. En plus, comme disait monsieur le ministre d'État tout à l'heure, certains Gabonais ont maintenant ce que moi j'appelle des nationalités de repli. Des nationalités de repli. C'est-à-dire qu'on vient au Gabon, on fait ce qu'on pense ou qu'on veut vouloir faire, et à la fin on dit que, écoutez, je ne suis pas Gabonais, j'ai une nationalité de repli. Voilà. Moi j'appelle ça même des nationalités de repli. On se replie et à partir de ce moment-là, nous qui nous assurons la sécurité, on pourrait poser la question au ministère des Affaires étrangères, mais consulter également ces pays-là pour leur demander comment ils peuvent, dans ce cas-là, vouloir commanditer des actes de leurs compatriotes dans nos pays également. Mais le problème ne se pose pas parce que la loi gabonaise est claire. On est Gabonais si et les conditions de l'acquisition de la nationalité gabonaise sont clairement définies, on est Gabonais. Un Gabonais, c'est un Gabonais. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que telle personne née de père ou de mère ou de parents gabonais, on va en faire devenir la apatride. Voilà. Concernant le deuxième sujet que vous évoquez, je voudrais, madame, vous conseiller de ne pas vous laisser tenter par des informations plus ou moins loufoques qui circulent ça et là. Monsieur Ping lui-même, dans son discours et dans ses affiches, dit qu'il ira jusqu'au bout. Quelqu'un qui est engagé à aller jusqu'au bout ne peut pas envisager une exfiltration. Donc c'est une information qui pour nous n'est pas fondée. Et l'autre aspect de votre question, je réponds qu'il n'y a pas une menace d'arrestation de M. Ping. Le président de la République l'a dit à plusieurs reprises, mais à un moment donné, la loi devrait s'appliquer. Vous conviendrez avec moi qu'un pays qui est soucieux de garantir l'ordre public et l'état de droit
doit également prendre toutes les dispositions possibles pour faire appliquer les lois et règlements qui régissent les situations de cette nature. Monsieur le ministre d'État, sans aller loin, je suis toujours dans l'illustration. C'est un peu comme si nous sommes candidats. On va prendre l'exemple d'un pays qu'on connaît bien, puisque c'est notre ancien pays colonisateur, le cas de la France. Je suis candidat à l'élection présidentielle en France. Je suis battu aux élections. Ou je suis annoncé battu aux élections. Je demande qu'on suspende l'application de la loi française, parce que ça ne convient pas. J'appelle à l'insurrection. Je brûle le palais Bourbon. Je fais casser la prison de la santé. Et j'en appelle donc maintenant au complot contre moi. Ça c'est moi pour illustrer, hein, parce que c'est un peu ça qui se passe au Gabon. Je suis annoncé pas vainqueur de l'élection. Je fais brûler par mes partisans l'Assemblée nationale. Je fais casser la prison, je demande à faire casser la prison. Je fais évader les gens et je me déclare en vérité garant de la liberté et des intérêts de la nation. Il s'agit là de sécurité intérieure. Il ne s'agit pas simplement de sécurité des personnes individuelles au quotidien. Il s'agit là de sécurité intérieure que nous devons adresser également de façon différente. Je vous ai dit dans d'autres entretiens qu'un certain nombre, que des enquêtes sont ouvertes à plusieurs niveaux possibles, mais pour le moment nous traitons la question donc des émeutes, des assaillants, des voyous, je veux même dire de brigands qui ont voulu terroriser la ville, qui ont voulu la prendre en otage et qui ont voulu donner l'impression que non seulement Libreville, mais l'intérieur du pays était dans une insécurité telle que plus personne ne pouvait faire quoi que ce soit. Mais ça ne veut pas dire pour autant que toutes les autres questions liées à la sécurité intérieure du pays ne sont pas prises en compte et qu'elles ne sont pas en train d'être examinées à un niveau suffisamment élevé pour que, au moment opportun, nous puissions également faire des commentaires sur ces situations-là. Je vous remercie. Oui, les deux dernières questions. Je suis Stéphane Gama. Passez-lui le micro aussi. Oui. Non, allez-y. Allez-y, mais il prend beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Je suis Stéphane Gama de l'agence gabonaise de presse. Monsieur le ministre de l'Intérieur, au regard de ce qu'on a connu comme violence, quelles sont les dispositions qui sont prises pour que de tels agissements, pour qu'on n'enregistre plus de tels actes dans le pays? Et monsieur le ministre des Affaires étrangères, suite à l'ingérence constatée dans le processus électoral, quel est le niveau de relation aujourd'hui entre les pays qui ont été cités? On parle de la Côte d'Ivoire et de la France. Et monsieur le ministre de la Communication, une dernière question. Par rapport aux informations qui sont relayées dans les médias, qui présentent le Gabon, qui présentent, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur tout à l'heure, un tableau sombre sur le pays, quelles sont les dispositions qui sont envisagées pour éviter ce genre de choses? Merci. Si je peux commencer sur la question s'agissant de que peut-on faire pour prévenir ce genre de situation, je crois que les réponses sont certainement multiples. Nous qui sommes observateurs et acteurs de la vie politique au Gabon depuis plusieurs années, cette situation-là, que nous avons vécue, même si nous la déplorons, ne nous étonne qu'un peu. J'aimerais rappeler à votre bon souvenir les événements de 1990 et de 1993. Je crois que même le siège du ministère des Affaires étrangères où nous sommes ici avait été saccagé à l'époque par des assaillants. Il avait été, oui, ce siège avait été saccagé, le feu y avait été mis, ici au ministère des Affaires étrangères. Pas loin d'ici, il y avait un hôtel Boué. Il a été totalement brûlé. À côté, il y avait une grande surface qui a été complètement détruite. Il y avait un cinéma là qui s'appelait le Bulling Store, qui a été totalement dévasté. Il y avait un complexe de jeunes vers Akedo, Likwala, qui a été complètement détruit. Des commerces avaient été vandalisés, brûlés, que ce soit à Libreville ou à l'intérieur du pays. Ce sont des événements qui sont malheureux, mais que nous avons déjà vécu également au Gabon, et toujours à la suite, deux personnes qui, au sortir de l'annonce des résultats, ont demandé à leurs assaillants, certains recrutant des bandits de blanc chemin, âgés.
des attaques à la prison, parce que c'est toujours le même mode opératoire. On s'attaque à la prison, on veut libérer, on fait ceci, on brûle, on casse. Donc, ceux-là aujourd'hui qui agissent comme ils sont en train de le faire maintenant, eux-mêmes ont été témoins de ces événements en 93. Donc, ils connaissent quels sont les modes opératoires. C'est pour ça que je voulais également relativiser et rappeler que ce type d'événement, malheureusement, nous avons déjà vécu. C'est pour ça qu'il faudrait, et là la réponse, elle est tant administrative que politique. Il y a que l'État régalien doit prendre ses responsabilités pour toujours s'assurer de la protection des personnes et des biens, parce que c'est le rôle de l'État, parce que chacun doit pouvoir se sentir libre de circuler, d'aller et de venir, de vaquer à ses occupations. Il y a également la responsabilité des hommes politiques, des femmes politiques, des partis politiques, qui doivent également, chacun à leur niveau, former leurs militants à la question démocratique. Dans une annonce que le chef de l'État a faite il y a 4 ou 5 jours, il a utilisé des propos, je crois, qui étaient tout à fait à l'heure. Parce qu'il a dit la démocratie est difficile. Elle est difficile à tous les niveaux. Elle est difficile pour tous. Elle n'est pas facile pour les uns et difficile pour les autres. Le processus démocratique sur lequel nous sommes et sur lequel nous ne pouvons pas revenir est une pratique difficile. Il faut que chacun puisse s'engager dans ce processus résolument, en acceptant ce qui est et en utilisant les voies de recours qui sont légaux pour la mise en œuvre réelle de cette démocratie-là. Il n'y a pas une réponse particulière, il n'y a pas une recette où je vous dirais que ce genre d'événements ne vont jamais se reproduire, ou que dans les prochaines heures, nous n'allons pas voir 3 ou 4 vandales qui vont décider de façon courageuse, je dirais même téméraire, dans ce cas-là, de vouloir causer d'autres actions. Mais c'est la responsabilité de chacun d'entre nous de nous assurer, chacun à la place qui est la sienne, que la sérénité doit continuer à vivre et s'installer dans notre pays. Bien, je ne sais pas quel est le miracle que nous pouvons faire pour que, malgré l'ouverture du Gabon au monde, malgré les accréditations accordées aux journalistes et la presse internationale, pour qu'ils relaient une information objective du Gabon. Moi, je vois des reportages où on va dans la pénombre interroger de jeunes enfants en floutant des voix pour faire penser que le Gabon est dans une situation compliquée. Moi, je regarde les éditions d'information. J'ai vu cet élément sur une chaîne de télévision française il y a 2 jours et je me demandais si c'est le même Gabon dans lequel je vis. Mais ça, c'est un choix éditorial et je n'y peux rien. Ce que je déplore par contre, puisque vous posez la question, le siège de l'Union a été attaqué. L'Union était un organe de presse, un quotidien. Le siège a été attaqué. 0 réaction de Reporters sans frontières. En tout cas, par ma connaissance. J'ai rien entendu, j'ai rien lu. 0 réaction de toutes les organisations internationales qui se battent pour la liberté de la presse. Et même les médias au Gabon, que le siège d'un journal ait été attaqué volontairement pour l'empêcher de paraître, ça n'a pas semblé intéresser quelqu'un. Ce qui a semblé intéresser les gens, c'est de nous demander le nombre de morts. Pardonnez-moi, mais un mort au Gabon, c'est déjà un drame. Quand on vient à compter 50, 100, etc., comme ça se fait, c'est indécent. C'est seulement indécent, parce que ça ne correspond pas à la réalité. Le siège de la télévision nationale a été attaqué. Lorsque dans un pays, on descend dans la rue et qu'on veut attaquer la télévision nationale, ça ne s'appelle pas autrement. On a voulu prendre le pouvoir par la force, par la rue, en s'attaquant à la liberté d'expression et d'information. Mais ça n'intéresse pas Reporters sans frontières. Ce qui aurait intéressé Reporters sans frontières, c'est qu'un journaliste français ici, ou gabonais, se plaigne du gouvernement. Là, il y aura un communiqué de Reporters sans frontières. Mais que le siège d'un journal soit attaqué, je n'ai pas vu de communiqué de Reporters sans frontières. Vous voulez défendre Reporters sans frontières? Oui. D'accord. Bon, voilà. Donc, moi, je ne peux pas contraindre ces messieurs et dames à rendre la réalité du Gabon. C'est leur rédaction qui leur commande des sujets avec des angles et ils développent en fonction de ces angles-là. Je voudrais... il y a un aspect de la question qui appelle de notre part une réponse. Vous pouvez patienter un instant, s'il vous plaît. Vous avez évoqué des cas d'ingérence en laissant sous-entendre qu'il y aurait des États qui se sont rendus coupables d'ingérence dans le processus électoral dans notre pays.
je voudrais clarifier la position du Gabon et vous donner l'appréciation de ces faits-là, l'appréciation que le gouvernement gabonais se fait de ces éléments que vous avez commentés. Nous n'avons pas établi d'ingérence de puissance étrangère, d'État étranger dans le processus électoral gabonais. Dans les cas qui ont été commentés par la presse, il y a eu des actes imputables à des personnes ou à des personnalités et qui se seront rendus coupables d'ingérence dans le processus électoral chez nous, du fait de certaines collusions dangereuses avec des acteurs ou des candidats à l'élection présidentielle. Dans le cas de l'affaire Mamadi Diané, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Ouattara, a promptement réagi en révoquant immédiatement son chargé de mission ou conseiller, parce que celui-ci a été coupable d'ingérence dans le processus électoral au Gabon. Dans le cas de la France, puisque vous avez cité la France, là également, il n'y a pas d'ingérence de l'État français. Il y a quelques personnalités, quelques individus, quelques personnes qui veulent perpétrer la France-Afrique, certainement, qui interviennent ça et là et de façon intempestive, et en tout cas dangereuse, en faisant des commentaires parfois déplacés et incongrus sur l'évolution du processus électoral. Nous l'avons condamné et nous le condamnons. Mais ces personnes ne sont pas les seules à blâmer. Il faut aussi que l'opinion publique gabonaise blâme les acteurs politiques gabonais qui recourent à la collaboration ou à l'expertise de ces personnes étrangères. Une élection présidentielle, comme vous le savez, est avant tout l'affaire du peuple, du pays qui l'organise. Dans le cas d'espèce, l'élection présidentielle du 27 août est avant tout et surtout l'affaire des Gabonais. Les acteurs sont les Gabonais. Ceux qui décident de la légitimité de tel ou tel à diriger le pays, ce sont des Gabonais. Donc c'est un appel qu'il faut lancer aux acteurs politiques qui concourent à la perpétuation de ces travers. Mais je voudrais rappeler que pour l'État gabonais, pour le gouvernement gabonais, il n'y a pas eu d'ingérence de puissance étrangère, il n'y a pas eu d'ingérence de gouvernement étranger. Les actes d'ingérence que nous avons condamnés, que nous avons déplorés, sont imputables à quelques personnes, à quelques individus. Certaines sont replacées dans l'architecture institutionnelle de certains États, mais ces actes n'engagent nullement les États dont ils sont ressortissants. Votre dernière question ? Merci beaucoup. C'était une question pour le ministre de l'Intérieur. Vous aviez dit tout à l'heure, en parlant des morts, justement, que les chiffres étaient facilement vérifiables et que les structures mortuaires étaient libres d'être visitées. On a pu malheureusement constater que ce n'était pas le cas. Du coup, je voulais savoir si vos propos avaient valeur d'engagement aujourd'hui et que nous, journalistes, puissions faire notre travail et aller voir, vérifier si ce sont des rumeurs ou des chiffres valables, les chiffres qui sont donnés un petit peu dans la rue à droite à gauche. Écoutez, pour répondre à cette question-là, je ne peux pas, moi, prendre une injonction pour vous demander, vous, parce que vous êtes journaliste, d'aller vérifier la comptabilité, par exemple, du restaurant d'à côté, ou d'aller vérifier quel est le niveau de stock d'un magasin, comme je ne peux pas non plus vous demander d'aller librement dans tel ou tel lieu. Je crois que si vous empruntez les démarches qui sont autorisées, vous allez certainement avoir ces informations, mais ça m'étonnerait que vous arriviez simplement parce que l'on porte un titre ou une casquette de journaliste, que ce soit tout aussi simple, parce qu'il y a quand même des règles qui sont établies. Mais si vous faites les démarches auprès de ces sociétés-là, c'est certain. Vous voyez, je peux vous donner les chiffres qui sont simples. Parce que la capacité de conservation des corps, cette capacité est commune. Sur la place de Libreville, je crois qu'elle excède pas 100. Ça, c'est en temps normal. C'est un peu plus de 100 en temps normal. Ajoutez à ça les fameux 100 que vous dites qui ont été tués, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'on les conserve. Parce que déjà, en temps normal, ceux qui vivent au Gabon, qui sont gabonais, savent déjà quels sont les problèmes qu'on a des fois dans les morgues pour conserver des fois les corps. Et nous devons souvent agir auprès des personnes
malheureusement frappés par le deuil, pour leur demander d'accélérer des fois les processus de prise en compte, d'organisation des deuils et des décès. Maintenant, qu'on me dise qu'à Kasebga, je ne sais pas quelle est leur capacité, je ne sais pas si c'est 27 ou 30, à Gabosep, c'est presque la même chose, et dans les morgues ici, voilà, qu'on me dise que tout d'un coup, il y a 100 personnes dans les morgues, moi j'aimerais bien savoir. Où est-ce qu'ils vont même les conserver de façon régulière? Ça vraiment, j'aimerais savoir. Et tout à l'heure, je crois que c'est le ministre de la Communication qui disait, le Gabon est un pays qui est grand par la taille, plus de 267 000 km², petit par la population, mais une population qui est fortement mêlée, entremêlée. C'est-à-dire que dans cette salle, autant les Gabonais vous diront qu'il y a plus de 62 ethnies, autant vous verrez que chacun d'entre nous a des liens dans chaque famille et dans chaque ethnie presque du Gabon. Ça, c'est une réalité également qu'il faut prendre en compte. Autant les Gabonais qui s'intéressent, par exemple, au ministre de l'Intérieur, pour savoir où est-ce qu'il habite, autant moi, sans être ministre de l'Intérieur, je sais où habite chacun des Gabonais. C'est pour ça que vous voyez, nous ne rentrons pas dans ces détails où il y a ces rumeurs qui sont soulevées ici et là, et des fois renforcées par certaines presses, où les gens veulent se faire peur les uns les autres. Libreville est petit. Chacun sait qui est qui, chacun sait où chacun est. Nous n'allons pas nous faire peur pour ça. C'est pour ça que je dis le rôle de nous autres chargés de la sécurité, des personnes et des biens, de rassurer tout le monde, rassurer tous les Gabonais, de dire à ces Gabonais que la force publique est à la disposition de chacun pour que chacun puisse dormir, se réveiller, vaquer à ses occupations. Et il ne s'agit pas de faire peur ni aux uns ni aux autres. Parce que nous connaissons tous, nous savons tous ce que fait chacun, où habite chacun, à quelle heure chacun sort de chez lui, à quelle heure chacun rentre chez lui. Donc les Gabonais ne vont pas se menacer les uns les autres, croyant que d'autres sont plus dans la peur que d'autres, ainsi de suite. C'est pour ça que je dis que nous, aujourd'hui, je reçois, et je ne vais pas vous donner les noms, des responsables, que ce soit et de la majorité ou de l'opposition, qui m'appellent en tant que ministre chargé de la sécurité, pour assurer leur propre sécurité. C'est pour vous dire, parce qu'ils se sentent menacés, parce qu'ils se sentent ceci ou cela. Mais la responsabilité que nous avons, elle est régalienne, elle s'adresse à chacun des Gabonais. Donc, maintenant, pour la question spécifique que vous avez posée, je crois avoir répondu. Adressez-vous de ces gens-là. Ils vont certainement vous renvoyer vers les services compétents. Donc, les services, certainement du procureur de la République ou autres, ce sont eux qui autorisent ces opérations-là, et vous pourrez certainement y avoir accès. Très bien. Pour la fin de la conférence de presse, je voudrais faire deux commentaires. Le premier commentaire porte sur cette revendication que l'opposition, M. Ping particulièrement, présente de façon insistante et qui consiste dans la nécessité de recompter les voix, bureau de vote par bureau de vote. Je voudrais dire que, d'abord, la loi, comme cela a déjà été dit, ne prévoit pas que le ministre de l'Intérieur, au moment où il annonce les résultats provisoires, ne prévoit pas qu'il le fasse bureau de vote par bureau de vote. Nous ne sommes pas là pour violer la loi. L'État gabonais est un État de droit et, par conséquent, il doit s'appliquer à faire respecter la loi, y compris par les autorités officielles. Mais ce n'est pas le seul argument que nous pouvons faire valoir contre cette revendication. Il y a aussi que la loi prévoit que l'on procède au recomptage des voix bureau de vote par bureau de vote lorsque le processus électoral atteint sa phase contentieuse. Cela a été le cas en 2009. Donc, ceux qui formulent cette revendication savent très bien que, premièrement, la loi ne permet pas que la Sénat revienne sur sa décision, elle ne peut pas être jugée partie, et deuxièmement, c'est prévu dans la phase contentieuse, puisque la Cour constitutionnelle, à la demande des requérants, peut procéder ainsi. Et je voudrais, au-delà de cette appréciation basée sur la loi gabonaise, vous dire quelque chose. La communauté internationale, ce n'est pas la première fois
qu'elle est appelée à statuer sur des situations similaires. Le Gabon a été membre non permanent au Conseil de sécurité au plus fort moment de la crise ivoirienne. M. Ping était président de la Commission de l'Union africaine. Moi, je siégeais au Conseil de sécurité au nom du Gabon. Un des acteurs politiques ivoiriens avait fortement revendiqué le recomptage des voix, bureau de vote par bureau de vote. La Commission de l'Union africaine, d'abord, puisqu'elle était directement concernée par le traitement de cette crise, mais au-delà de la Commission de l'Union africaine, il y avait les acteurs majeurs de la communauté internationale qui avaient soutenu ou défendu cette position. La Commission de l'Union africaine, relayée ou soutenue par l'Union européenne, par les Nations unies et d'autres acteurs bilatéraux, avait refusé que l'on procède au recomptage des voix, des résultats du vote de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, bureau de vote par bureau de vote. C'est une position qui avait été soutenue, officialisée par les plus hautes instances internationales, et ça a permis, comme vous avez pu le constater, de stabiliser le pays par la suite. Je peux citer de nombreux cas comme ça. Et il y a de quoi s'interroger sur l'attitude de cette même communauté internationale par rapport à la situation au Gabon. Et ces palinodies ne sont pas de nature à crédibiliser la communauté internationale, surtout lorsqu'elle vient à se pencher sur une situation qui se passe en Afrique. Le continent africain n'a pas besoin de tout ça. Le Gabon n'a pas besoin de tout ça. Nous avons un partenariat très fort avec les acteurs de la communauté internationale, mais nous voulons, nous exigeons que dans ce partenariat, le Gabon soit respecté. Ça, c'est le premier commentaire. Le deuxième commentaire, vous savez, le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, s'est engagé à organiser une élection juste, équitable, crédible et transparente. Et dans cette perspective, il a souhaité, il a sollicité l'accompagnement de la communauté internationale, donc il n'avait rien à cacher. Et plusieurs acteurs internationaux ont commis des missions d'observation, dont l'Union européenne. Mais il y a eu d'autres. Ces missions d'observation ont fait un travail remarquable. Au lendemain de l'annonce des résultats, beaucoup de ces missions d'observation ont publié leur position, leur point de vue, leur appréciation dans des communiqués. Et ces communiqués mettaient en relief le comportement élogieux, le comportement positif du peuple gabonais, le taux de participation, et en gros, la plupart de ces communiqués disaient que l'élection s'était bien passée, en dehors de quelques dysfonctionnements relevés dans le cadre de l'organisation. L'Union européenne, qui a envoyé une mission aussi, à la demande, à l'invitation du gouvernement gabonais, a publié un communiqué très controversé, très controversé, et qui était à l'opposé des communiqués des autres partenaires internationaux, des autres organisations. Et nous avons vu par la suite que l'Union européenne s'est employée, s'est déployée sur le terrain en ne respectant pas le cadre de sa mission prescrit par l'accord qui a été signé entre le gouvernement gabonais et l'Union européenne. Non seulement cet accord, mais aussi en ne respectant pas la teneur du code de bonne conduite des observateurs de l'Union européenne. Que dit cet accord? L'accord dit: la mission d'observation de l'Union européenne exercera sa mission dans le strict respect de la loi. Or, les observateurs de l'Union européenne ont souhaité, parfois avec insistance, parfois avec fracas, travestir ou violer la loi pour se retrouver dans des situations où la loi ne leur permettait pas d'être présents. Et il y a eu également des comportements jugés inappropriés que l'on a notés dans les agissements de certains observateurs de l'Union européenne. Mais que dit le code de bonne conduite des observateurs de l'Union européenne?
premièrement, il faut que la mission d'observation se fasse dans le strict respect de la loi. Le code de bonne conduite impose des devoirs d'impartialité, de neutralité aux observateurs de l'Union européenne. Le code de bonne conduite interdit aux membres, aux observateurs, de s'exprimer publiquement sur les aspects, les constats qu'ils auraient faits durant leur mission, et que cette tâche était dévolue à leur porte-parole. En gros, le code de bonne conduite impose aux observateurs un comportement approprié. Mais nous avons relevé, Madame Gabriela a parlé d'anomalies dans les résultats qui ont été annoncés, mais moi je voudrais dire que nous avons relevé beaucoup d'incongruités dans les comportements des observateurs de l'Union européenne. Et de telle sorte que ça nous a laissé croire que l'Union européenne a souhaité, a voulu, dans l'accomplissement de sa mission, changer son mandat. Et elle avait un mandat d'observation. Mais à travers le comportement de ces observateurs, on a la nette impression qu'elle a voulu transformer ce mandat d'observation en un mandat de contrôle, visant à s'octroyer une responsabilité de certification des résultats de l'élection présidentielle au Gabon. Mais ce n'était pas la mission qui lui a été confiée. On peut scruter les dispositions de l'accord signé avec l'Union européenne, fixant le cadre du mandat de l'Union européenne. On peut scruter les dispositions du Code de bonne conduite des observateurs de l'Union européenne. Vous verrez que tout ce qui est écrit est totalement à l'opposé de ce que nous avons relevé dans le comportement de plusieurs observateurs de l'Union européenne. Le Gabon n'est pas un État en situation post-conflit. Le Gabon est un État de droit qui a des institutions politiques et légales qui ont fait leurs preuves et qui se sont consolidées à l'épreuve de plusieurs échéances électorales. Et il était nullement question que les autorités gabonaises, parce que tel partenaire a des inclinaisons circonstancielles avec favorable à tel ou tel acteur politique, il était nullement question pour nous de changer la loi pour satisfaire ces demandes. Donc nous réitérons notre volonté, c'est ce que dit le président de la République, c'est ce que dit le gouvernement, de préserver le partenariat très constructif que nous avons toujours développé avec l'Union européenne, mais cela doit se faire dans le strict respect du Gabon et dans le strict respect des intérêts du Gabon. Je vous remercie.